médecins nazis sur des prisonniers des camps de concentration. Ces gens-là ont fait beaucoup d'expériences parce que quand l'armée avait des problèmes, l'armée demandait à des médecins de faire des recherches. Par exemple, une des recherches, c'est l'hypothermie. Le but était d'examiner combien de temps les pilotes pourraient survivre dans l'eau si leur appareil était détruit sur la mer Baltique. L'expérience se poursuit, parfois jusqu'à la mort du sujet. Le délai en question était déjà connu. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on a fait cette expérience sur des prisonniers, des gens pour lesquels ils n'avaient pas donné leur consentement. Il y a eu aussi beaucoup d'expériences faites par les Japonais dans les camps de concentration. C'était surtout des femmes et des enfants, en majorité des Coréens et des Coréennes, des Chinois et des Chinoises. Et ces études étaient conduites par une unité de l'armée japonaise. C'était l'unité 731. Ces gens-là faisaient des recherches bactériologiques sur la peste, le typhus, le choléra, en vue de les utiliser comme armes bactériologiques. Aux États-Unis, il y a eu pas mal d'études d'expériences médicales de l'institution psychiatrique sur les retardés mentaux. Et en 1966, un professeur d'anesthésiologie de Harvard, Henry Becher, dénonce les pratiques de 22 recherches publiées dans les grandes revues scientifiques. Parmi ces études-là, il y en a qui sont assez célèbres, comme l'étude sur la syphilis à Tuskegee. Cette étude-là a été conduite de 1932 à 1972 sous des ouvriers agricoles noirs de l'Alabama. Tenez-vous bien, par le service de santé publique des États-Unis. Ces études sur la syphilis ont commencé à un moment où il n'y avait pas de traitement pour la syphilis. On donnait des extraits de mercure, mais ce n'était pas efficace. Et la pénicilline n'était pas encore découverte. Quand la pénicilline a été découverte, le traitement a été refusé à ces gens-là. Et en 1972, c'est un médecin qui a dénoncé cette étude-là. Ça a fait beaucoup de bruit. Et à ce moment-là, après 40 ans que l'étude a été fermée. Entre 1963 et 1966, il y a eu l'étude sur l'hépatite. Cette étude-là a été conduite sur un groupe d'enfants handicapés mentaux de l'école publique de Hollywood. Cette étude-là a été conduite par Saul Goodman. C'est le grand spécialiste à l'époque de l'hépatite. C'est lui qui a vu qu'il y avait l'hépatite A et l'hépatite B. Mais il a fait ces études-là sur des enfants. Les mères avaient donné le consentement pour que l'enfant rentre à l'école, mais ne savaient pas dans quelles conditions on allait mettre ces enfants-là. Parce que les conditions de cette école-là étaient maintenues volontairement insalubres pour que les enfants puissent contracter l'hépatite. Ensuite, il y a les études de l'armée américaine sur les radiations. Ils ont fait marcher des soldats dans le désert après l'explosion d'une bombe atomique. On a irradié des prisonniers, les testicules des prisonniers. Et on a nourri des enfants handicapés avec des céréales radioactives. Tout à l'heure, j'avais parlé que ce n'est pas seulement médical, mais c'est quelquefois comportemental. Je vais vous citer des études sur les sciences sociales. Il y a d'abord l'expérience très connue de Stanley Milgram. Parce que lui, il voulait mesurer l'obéissance à l'autorité. Et cette expérience-là a été montrée dans un film de 1979. Ce film-là, c'était Icônica avec Yves Montand. C'était une expérience de psychologie
pour évaluer le degré d'obéissance de l'individu devant une autorité qu'il juge légitime et permet d'analyser le processus d'obéissance à l'autorité quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience du sujet. Il y a aussi une étude psychologique, c'est l'étude de Zimbardo de Stanford, qui a étudié les relations entre gardiens et détenus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses étudiants, il a été dans une prison et ils ont, au hasard, avec une pièce de monnaie, réparti les étudiants en gardiens et détenus. Et lui, il était le grand directeur de cette prison-là pendant un temps. L'expérience a duré 6 jours. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Les gardiens faisaient beaucoup de pression psychologique sur les détenus et les torturaient psychologiquement. Et les prisonniers ont laissé l'expérience qui a duré 6 jours. Il y a aussi l'expérience de Humphreys, qui a fait une étude sur les rencontres homosexuelles dans les toilettes publiques. Lui, il était homosexuel, mais à ce moment-là, il était marié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans les toilettes publiques, observer les gens qui avaient des relations homosexuelles. Il a pris les plaques d'immatriculation de ces gens-là, les a suivis et il a vu que beaucoup de ces gens-là avaient un comportement homosexuel, mais dans la vie courante ne s'identifiaient pas comme homosexuels. 50% s'identifiaient comme hétérosexuels, étaient mariés. Cette étude-là, il n'avait pas le consentement des gens. Et il n'a pas pu publier cette étude-là. Donc, j'ai montré quelques exemples qui ont conduit à ce qu'il faut avoir des codes d'éthique de la recherche et des commissions chargées de protéger les sujets humains de la recherche. Ces codes-là sont basés sur une série de principes qu'il est important de respecter dans la recherche sur les sujets humains. Il y a eu beaucoup de codes. Le premier code, c'est le code de Pouce de 1900. Ce code-là interdit les expériences sur les mineurs et les personnes incompétentes. Un consentement sans équivoque est requis après explication de l'expérience et les conséquences possibles. Le droit de faire de la recherche est limité à certaines personnes et la documentation doit être écrite. La réglementation du Conseil d'éthique, le deuxième, réglementation du Conseil de la santé du Reich de 1931. Un consentement éclairé est nécessaire. Toute déviation au protocole doit être documentée. Une analyse des risques et bénéfices est requise. Une justification est requise pour étudier les populations vulnérables. La documentation doit être écrite. Tout à l'heure, nous avons vu que les Allemands, les nazis, avaient fait beaucoup d'expériences sur les prisonniers. Des médecins, pas tous ces médecins-là, quelques-uns ont été faits prisonniers et jugés. Et dans leur jugement, à la fin, il y a des éléments, 10 éléments qui ont été édictés, qu'on a regroupés sous le nom de Code de Nuremberg de 1947. Là, je vous en donne seulement les 4 les plus importants. 1. Il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du participant. L'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien de la société
qu'aucune autre méthode ne pourrait donner. Les chercheurs doivent être qualifiés. Et on ne doit pas avoir des mesures pour forcer les gens à faire partie de l'enquête. Plus tard, en 1964, l'Association médicale mondiale, qui regroupe les médecins, les associations médicales du monde entier, ont préparé à Helsinki une déclaration qu'on appelle déclaration d'Helsinki. Cette déclaration a des points très importants. Donc, tout d'abord, je dois dire que, quoique ça a été fait en 1904, périodiquement, cette déclaration est révisée lors d'assemblées générales. Et la dernière fois que ceci a été fait, c'était en 2013 à Fortaleza, au Brésil. Il y a des points importants. Là, j'en mentionne seulement deux. Le bien-être du participant doit l'emporter sur les intérêts de la science et de la société. Le consentement doit être par écrit. Vous vous souvenez, dans le Nuremberg, on avait parlé du consentement. Là, on insiste que ça doit être donné par écrit, autant que possible. Aux États-Unis, après les problèmes constatés avec le Tuskegee, les études de Tuskegee, en 1974, il y a une commission nationale pour la protection des êtres humains dans le cadre de la recherche biomédicale et behavioriste qui a été créée. Et cette commission-là, en 1978, a soumis son rapport, qu'on appelle rapport de Belmont. C'est le lieu où ce rapport-là a été préparé et présenté la première fois. Ce rapport donne les principes éthiques et les directives concernant la protection des êtres humains dans le cadre de la recherche. Ces principes sont acceptés comme les fondamentaux de l'exercice éthique de la recherche portant sur les êtres humains. Il y a trois principes. Il y a des livres qui en mentionnent quatre, je vais vous expliquer pourquoi. Trois. Un, le respect des personnes par leur consentement libre et éclairé. Dans certains livres, on va appeler ça l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à pouvoir donner son opinion, de donner son consentement libre et éclairé. Ça veut dire que on peut donner, on ne peut pas donner, on peut ne pas donner. Éclairé, ça veut dire qu'on a reçu toute l'information disponible en ce moment-là pour pouvoir prendre librement cette décision-là. Le calcul bénéfice-risque de la recherche. Dans certains livres, vous allez voir qu'on parle de bienfaisance et non malfaisance. Troisième point, la justice en pratiquant une sélection équitable sur les sujets. Donc, ce sont les trois principes. C'est-à-dire que si on fait une recherche, on doit respecter ces trois points-là. Ensuite, aux États-Unis toujours, en 1991, on a adopté ce qu'on appelle le Common Rule sur la recherche conduite sur les êtres humains, avec les points très importants suivants. 1. Approbation préalable d'un comité d'éthique. Obligation de consentement éclairé, par écrit et bien documenté. Recrutement équitable des participants. Protection spéciale des groupes vulnérables. Évaluation continue des études approuvées. Ça veut dire qu'on ne donne pas une approbation et puis c'est fini. Mais on doit faire une évaluation continue pour voir si tout continue à bien marcher. En 1993, le Conseil des organisations internationales des sciences médicales
a publié ses lignes directrices sur la recherche biomédicale sur les êtres humains, avec les points très importants suivants. C'est toujours les mêmes choses. 1. Le consentement éclairé. 2. La recherche dans les pays en développement. 3. La protection des populations vulnérables. 4. La distribution équitable des fardeaux et bénéfices. 5. Le rôle des comités d'éthique de la recherche. En 2001, le Comité consultatif national de bioéthique américain a publié un rapport dans lequel il exige que toute recherche effectuée dans un pays en développement doit répondre à un besoin local. 2. Le chercheur doit justifier le recours aux essais sous placebo. J'explique. Au début des études sur les maladies pour lesquelles il n'y avait pas de traitement, donc on donnait un produit et on donnait un placebo. Et les gens qui recevaient ne savaient pas ce qu'on recevait. Et quelquefois, le chercheur ne savait pas non plus. Donc, quelquefois, c'était un simple ou double aveugle. Mais maintenant qu'on commence à avoir des maladies pour lesquelles il y a des traitements, donc est-ce que pour faire la recherche sur un nouveau médicament, on va utiliser le placebo? C'est ce que ça veut dire. Ensuite, troisième point, les chercheurs doivent procurer aux membres du contrôle un traitement éprouvé et efficace, qu'il soit disponible ou non au niveau local. Les investigateurs et promoteurs sont encouragés à avoir un vis-à-vis local tout au long des phases de la conception à l'exécution de la recherche. Ils doivent s'efforcer d'assurer l'accès des participants et de l'ensemble de la communauté d'accueil aux avantages qui découleront de la recherche. La procédure de consentement éclairé doit tenir compte des réalités culturelles. Alors, je dois rappeler que le consentement, c'est un processus, ça peut prendre beaucoup de temps, ça dépend du genre d'études. J'ai vu des études pour lesquelles le processus du consentement durait 3 mois parce que il faut expliquer aux participants tout ce qu'on va faire. Donc, pour que le participant puisse comprendre, eh bien, il faut prendre son temps pour expliquer correctement. Et quand vous avez quelquefois un document de consentement d'une trentaine de pages, à ce moment-là, ça peut prendre beaucoup de temps pour faire comprendre. Je dois revenir tout à l'heure, j'avais parlé de déclaration d'Helsinki. Je reviens pour rappeler quelques points là-dedans. Cette déclaration met l'accent sur la nécessité de protéger davantage les sujets qui sont en recherche non thérapeutique, ce qui signifie qu'une forte justification est nécessaire pour exposer un sujet présumé sain à des risques substantiels dans le but d'obtenir de nouvelles données scientifiques. L'investigateur doit protéger la vie et la santé des sujets de recherche. Le chercheur doit obtenir l'autorisation du comité d'éthique pour tout projet de recherche impliquant des sujets humains. Les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet. Le consentement doit être donné par écrit, si possible. Usez de prudence si le participant se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'investigateur. Qu'est-ce qui arrive? Si
La relation médecin-patient est une relation de confiance. Si un médecin qui traitait explique au patient qu'il y a une nouvelle, qu'il y a une recherche, un nouveau produit, le patient peut accepter sans trop bien comprendre. Et c'est arrivé en plusieurs fois. Donc, c'est pourquoi on vous dit, usez de prudence si le participant se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'investigateur. Limitation de l'usage du placebo, j'avais expliqué ça tout à l'heure. Accès plus large aux avantages escomptés. C'est-à-dire que il y a, quand on a terminé avec une recherche, eh bien, il y a des avantages. Donc, il faut que les participants aient un accès à ces avantages-là. Et il y a une version, c'est à partir de Séoul, de Helsinki, qui a introduit un double standard. Parce que, à cause des différences socioculturelles des pays, des contraintes de communication, de pratique, c'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus d'analphabètes, etc., il y a des problèmes de langue, de contraintes économiques. Donc, ils ont introduit un élément, mais pour pouvoir plus facilement faire de la recherche dans ces pays-là. On a beaucoup parlé de comité d'éthique de la recherche. Quel est ce rôle du comité? C'est de protéger les participants humains de la recherche. Ce comité-là, le minimum de membres à avoir, c'est 5. Mais il y a des comités qui ont plus d'une soixantaine de personnes. Les domaines d'expertise doivent être variés pour qu'on puisse avoir au moins des gens avec une connaissance en droit, en recherche, en éthique. Il faut toujours avoir des représentants de la communauté, les membres du clergé, des individus ayant participé à des études. Il faut aussi avoir une diversité en tant que sexe et en tant que genre, c'est-à-dire que ne pas avoir seulement des hommes ou des femmes, mais il faut avoir les deux. Un âge aussi, petit âge, et de milieu. Maintenant, quels sont les critères d'évaluation et d'approbation? On regarde la conception parce que tout ce qui n'est pas scientifique n'est d'abord pas éthique. C'est-à-dire que on regarde si c'est d'abord scientifique. D'abord, est-ce que la recherche est convenablement conçue? Est-ce que les investigateurs sont qualifiés? On a beaucoup vu qu'il y a des problèmes avec les participants. Donc, on doit regarder les participants, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, les méthodes de recrutement pour voir est-ce que c'est convenable. Est-ce que si on travaille avec des populations vulnérables, est-ce qu'il y a des précautions prises pour ces populations vulnérables-là? On va faire une étude dans une communauté. Quels sont les avantages pour cette communauté-là? Okay. Le participant, pendant de la recherche, est-ce qu'il y a des soins prévus pour ce participant-là? Après la recherche, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est nécessaire de faire un suivi pour cette recherche-là? Le consentement éclairé. Est-ce que on donne toutes les formations nécessaires aux participants dans un langage clair et simple pour que ce participant-là puisse comprendre? Parce que le participant-là n'est pas un scientifique. Donc, il faut parler un langage que ce participant-là puisse comprendre. Est-ce que le participant aura une copie? Parce qu'on recommande de donner une copie. C'est-à-dire que le patient doit faire signer, mais le participant doit avoir une copie pour savoir j'ai signé quelque chose. Eh bien, est-ce que le participant va avoir une copie? Le participant doit avoir dans cette copie-là
des numéros de téléphone pour pouvoir appeler s'il y a des problèmes. Il faut respecter la confidentialité. Est-ce que la protection est suffisante? Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les gens, les personnes qui auront accès au dossier? Maintenant, le comité va revoir les dossiers. Il y a plusieurs types de revues. Suivant le genre de dossier, on peut avoir une revue complète. Complète, c'est dans le sens que c'est tout le comité qui doit regarder et donner son avis. OK? Il y a des dossiers où il n'y a pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout le comité, donc on voit ça en accéléré. Il y a d'autres qui sont exemptés. Okay? Par exemple, si on va faire une étude rétrospective sur le dossier, exempté. Maintenant, la première fois que l'on voit, on regarde le dossier, on peut soit approuver, soit désapprouver. Ou bien on peut approuver après des modifications. Parce que le comité peut demander de faire des changements dans le protocole. Le comité a le droit de demander de faire des changements dans le protocole. Et en général, les comités demandent de faire des modifications. Okay? Pour les études qui vont durer plusieurs années, le comité donne une approbation initiale et chaque année, le comité doit recevoir un rapport de progrès et donner une approbation. Parce que même si l'étude va durer 10 ans, 5 ans, 10 ans, on donne une approbation annuelle avec une date pour commencer et une date. Et l'investigateur ne peut pas faire d'investigation en dehors de cette date. Et le comité a le droit de faire des vérifications et le comité doit être informé des effets indésirables. C'est-à-dire que on donne un produit, si le produit donne des effets, il faut aviser le comité. Et si le comité, après avoir analysé ces effets-là, le comité peut décider d'arrêter l'étude. Et ça se fait. Je dois mentionner quelques cas d'inconduite scientifique de certains chercheurs. Parce qu'il y a des chercheurs qui fabriquent des informations. Okay? J'étais dans un groupe de contrôle de chercheurs. Eh bien, un collègue avait trouvé que le chercheur avait dans son frigo tout type de spécimens. Il fabriquait. OK? Donc, ça arrive. Donc, c'est pourquoi il faut contrôler, parce qu'il y a des gens dans le monde qui fabriquent des trucs. Falsification. Ça se fait régulièrement que les gens falsifient les résultats parce que dans certains pays, vous publiez, ça donne beaucoup d'avantages. Donc, pour publier, ils fabriquent les choses. Mais quelquefois, ils oublient que quand vous publiez, vous devez aussi publier la méthodologie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que un autre collègue qui voit la méthodologie va essayer de faire.
et ne pourra pas obtenir les résultats. Et à ce moment-là, il va vous confronter. Et ça arrive très souvent. L'autre chose, c'est le plagiat. Ça arrive aussi. Parce que avant l'ère de l'informatique, c'était plus fréquent. Il y avait des chercheurs qui publiaient dans des revues de seconde zone ce qu'un collègue avait préparé. Mais actuellement, c'est très difficile. Mais ça arrive. Et nous devons faire l'effort, si on copie une phrase d'une personne, de ne pas oublier les guillemets. Bon. Nous sommes arrivés au quatrième point, la situation en Haïti. En 1999, c'est par décret, par un arrêté ministériel, le ministère de la Santé a créé le Comité national de bioéthique. Naturellement, et il faut regarder dans le moniteur du 23 décembre. Il y avait un moniteur en septembre 1999. Mais dans ce moniteur-là, il y avait une erreur matérielle c'est pourquoi on a repris le 23 décembre 1999. Ce comité-là est formé de bénévoles venant d'associations et du ministère. Association médicale haïtienne, moi je représente dans le comité l'association médicale haïtienne, l'association nationale des infirmières, il y a le ministère de la Santé, l'Université d'État d'Haïti, le barreau de Port-au-Prince, les trois grandes dénominations religieuses du pays sont représentées, catholiques, protestants, vaudouisants, et un représentant des droits humains. C'est un comité indépendant, multisectoriel, multidisciplinaire, et ce comité-là a la possibilité de faire appel, et faire appel quand c'est nécessaire, à des consultants. Parce que le comité, on ne sait pas tout. Donc là-dedans, il y a des infirmières, des médecins, agronomes, dentistes, avocats, prêtres. Ensuite, il a été nécessaire pour nous d'apprendre l'éthique, parce que il y en a parmi nous qui ne connaissaient pas l'éthique, on l'a appris. Et dans le groupe, il y a un docteur en éthique. Ce comité se réunit régulièrement, chaque deuxième lundi du mois. Si c'est nécessaire, on peut avoir, et on sait avoir beaucoup plus qu'une réunion mensuelle. Et en plus des réunions mensuelles, il y a des contacts réguliers entre les membres pour voir les dossiers. Le comité a des procédures qui sont adaptées régulièrement. Et le comité revoit des protocoles de recherche, en moyenne une 60aine par mois, selon, comme je l'avais dit, une procédure écrite. Et une des obligations que nous mettons, c'est que l'obligation de participation avec succès à un cours d'éthique de la recherche pour les investigateurs. Au début, on ne l'avait pas. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Comment demander à un investigateur de respecter les principes d'éthique s'il ne les connaît pas? OK? Donc, l'investigateur doit les connaître. Et l'investigateur, en formant ses enquêteurs, doit montrer, doit expliquer à l'investigateur qu'il faut respecter la confidentialité du participant, etc. On a eu un atelier en décembre 2013, un autre atelier en décembre 2017.
on donne des avis cliniques de temps en temps. Il y a pas mal de médecins, il y a des directeurs d'hôpitaux qui nous appellent pour nous demander des avis que l'on donne. Et nous faisons de la promotion de l'éthique et de la bioéthique. À un certain moment, bon, ça fait peut-être 9 ans qu'on ne le fait plus, on avait à la MH ce qu'on appelait les jeudis d'éthique pour discuter de problèmes d'éthique. Okay? Et quand c'est nécessaire, nous faisons la formation d'éthique clinique de la recherche. Et dans la promotion de l'éthique que nous faisons, actuellement, toutes les facultés de médecine et la faculté d'odontologie, ils ont un cours d'éthique. Là, je vais avoir 2 ou 3 questions courantes qu'on nous demande. Est-ce qu'il faut demander un avis ou non au comité? Moi, je dirais, si vous faites une recherche, mieux vous demandez l'avis. Il est conseillé de demander l'avis. Parce que, qu'est-ce que nous avons vu? Il y a des gens qui, avant de faire l'étude, n'avaient pas demandé l'avis. Au moment de publier, on leur demande l'avis. Ça ne veut pas dire qu'on vous demande de présenter le papier, mais on vous demande est-ce que vous avez un avis? Et à ce moment-là, ils reviennent vers nous. C'est trop tard. Parce que si nous sommes là pour protéger le participant, eh bien, c'est avant qu'on devait le faire. Pas quand l'étude est déjà écrite, etc. Donc, moi, je crois qu'il y a un avantage à avoir l'avis. Durée de l'examen, ça peut prendre un temps. Parce que nous recevons les dossiers. Nous devons les distribuer, les répartir entre les membres. Les membres doivent lire les dossiers. Nous devons avoir des réunions. Et rien ne dit qu'après la réunion, ce sera OK. Parce que quelquefois, nous demandons, nous faisons des commentaires, nous demandons des changements, etc. Dans nos procédures, nous avons mis que ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Très souvent, c'est moins. Et très souvent, le temps que ça prend, ça dépend de l'investigateur qui ne répond pas rapidement. Parce qu'un investigateur qui répond rapidement, etc., ben, ça va vite. OK? Durée de l'examen, ça. Coût de l'examen, nous ne faisons pas payer. OK? C'est gratuit. Quand tu as raison. Situation citoyenne. Quand tu as raison. On m'a posé la question sur les considérations sur les chercheurs étrangers. Les chercheurs étrangers demandent toujours, à ma connaissance. Okay? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir la Chine. Et ce que nous demandons aussi, c'est qu'un chercheur étranger doit donner la copie de son avis, de l'avis obtenu de son institution. Qu'est-ce qui arrive parfois? Une étude qui se fait en Haïti, j'ai en tête une étude où on a eu 4 avis. Parce qu'il y avait des chercheurs de plusieurs universités et chaque université a donné son avis. Okay? Les types de dossiers reçus, là, on reçoit des dossiers de la santé, 2 ou 3 dossiers de sociologie. Pour la santé, ça varie suivant les époques. En tout cas, sida, nutrition. Par exemple, après le tremblement de terre, il y avait beaucoup d'études sur les traumas. OK? En tout cas, merci de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Merci, docteur Lerbourg, de cette présentation. J'invite l'assistance à poser des questions si elle le veut bien. Et pour le moment, je n'ai pas encore vraiment de questions. Il faut croire que docteur Lerbourg a répondu à toutes les attentes, on dirait. Je vais peut-être, en attendant de recevoir quelques questions, je vais peut-être passer le micro à docteur Rochelin, si elle veut faire une petite intervention. Quelqu'un qui voudrait aller faire une recherche doit aller récupérer les procédures, la façon de faire au comité, et cette personne doit-il s'adresser à... Yes. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Premièrement, et les procédures sont sur le site du ministère, mspp.gouv.ht. Parce que l'autre jour, on a vérifié avec le docteur et des gens, c'était là. C'est ce qu'il m'a dit. Okay. Deuxièmement, on peut m'envoyer, me contacter, soit par email, soit par WhatsApp, et puis je l'envoie. Hein. En général, on me contacte par email, je l'envoie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu as fait un commentaire, non? Ça va? Non. Est-ce que ça va, et docteur Rouge? J'ai l'impression que ça va pour docteur Rochelet. Et il y a une question. Attendez, ce que je peux faire pour vous aussi, je peux, en envoyant la copie de cette présentation-là, vous envoyer la copie des procédures. À ce moment-là, tous les participants à cette conférence-là ont la copie. Hein. Ok, oui, on peut toujours, sur demande, relayer la présentation. Okay. Ça, je peux le faire. Hein. Oui. Maintenant, je confirme ce que vous avez dit, docteur Lerbourg. Les procédures sont téléchargeables sur le site du ministère. Et dans l'intervalle, j'ai une question pour vous. On demande où siège le comité de bioéthique. Okay. Docteur Lerbourg? Oui. Oui, ok. Nous faisons nos réunions à l'AMH. Pourquoi à l'AMH? Parce qu'avant le tremblement de terre, on avait les réunions au ministère. Et on a eu notre dernière réunion au ministère la veille du tremblement de terre, le lundi 11 janvier. Okay? Et le ministère, au début, comme il n'y avait pas le ministère n'avait pas de siège, etc. Donc, immédiatement après le tremblement de terre, on a commencé à avoir nos réunions à l'AMH. Donc, c'est là que nous recevons les dossiers aussi. D'accord, merci. J'ai une question du docteur Denise Fabien, qui dit que tout consentement est une décision volontaire qui est présente chez tout être humain, quelle que soit sa culture. Et nos analphabètes, quelle pourrait être notre alternative aux documents écrits? Qu'est-ce qu'il en est pour les lois en bioéthique plus que les avis? Y a-t-il une formation en éthique? OK. Voici ce qui se fait pour les analphabètes. Premièrement, en Haïti, le consentement doit être dans une langue que pourra comprendre le participant. Ça veut dire qu'on a très souvent des consentements en créole. En créole. Vous avez entendu? En créole. OK? Parce qu'il ne s'agit pas au moment
de consentir la personne de lire un texte en français, en créole, de faire la traduction. Donc, on exige que ce soit en créole. Maintenant, la personne qui ne sait pas lire doit avoir un témoin de son choix, ok, qui va signer à la place, par la place de la personne, qui va signer aussi pour dire que j'ai assisté, la personne, on a fourni toutes les formations. La personne fait une croix, quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui demandent et le pouce, mais il y a un témoin qui a observé que la personne a reçu toute l'information. Parce que dans les formes de consentement, il y a aussi, la personne a la possibilité de poser des questions. OK? Donc, c'est ce qui est prévu. Alors, il y avait une deuxième partie dans la question. Qu'est-ce qu'il en est pour les lois en bioéthique, plus que les avis? Y a-t-il une formation en éthique? Bon, dans l'éthique, il y a une formation, au cours même, juste sur le consentement, hein, juste sur le consentement, parce que c'est tellement important qu'il y a beaucoup de livres éthiques sur le consentement seulement. Hein. Et vous avez vu, chaque fois que l'on parlait des codes de déclaration, le consentement revenait. OK, merci. Alors, après cette question, il y a une autre question qui rejoint un petit peu celle du docteur Fabien, à qui, bon, je signale que les micros sont restés fermés, c'est pour éviter que tout le monde intervienne en même temps. Et alors, je crois que vous avez répondu quand même, docteur Lerbourg. Il y avait une partie d'une autre question, c'est du docteur Derivois, et qui demandait si les services d'un tiers pouvaient être requis dans le cas où justement la personne avait des difficultés pour l'écriture et à quelles conditions. Donc, je crois que vous avez répondu à cette partie-là. Et j'ai une autre question du docteur Jean Alouidor. Et il demande, est-ce que dans votre travail jusqu'à date, vous avez pu relever que les chercheurs et les institutions ont compris qu'ils ont une responsabilité sociale? Docteur Lobo? Bon, il y a des institutions qui comprennent ça, il y a d'autres, ce n'est pas leur problème. OK, c'est ce que je dis. Hein. OK. Et j'ai une autre question de docteur Ernest Barthélemy. Et bonjour, docteur Lobo, merci pour votre présentation. Il me semble que si un chercheur étranger voudrait mener une étude en Haïti avec des co-investigateurs haïtiens, l'approbation éthique du comité étranger n'aurait rien à voir avec l'opinion du comité national en Haïti. Pourquoi donc le besoin des approbations étrangères? Bon, OK. Je dois dire que l'approbation étrangère ne nous oblige pas à accepter. Parce que quelquefois, c'est accepté là-bas et nous autres, nous ne sommes pas d'accord. OK? Et ça ne va pas se faire. Mais pourquoi nous demandons? C'est parce que nous savons que l'institution de l'étranger va demander. Okay? Donc, nous voulons être sûrs qu'il a déjà répondu aux critères de son organisation. Mais ça n'engage pas l'organisation haïtienne. Parce que l'étranger ne peut pas décider que l'étude va se faire en Haïti. Et d'ailleurs, il y a des organisations qui nous disent, bon, OK, donnez d'abord et à ce moment-là, l'étranger va donner. OK? Nous disons non,
Réglez tout ça chez vous et après, nous regardons les dossiers complets. D'accord. Et j'ai une intervention de Dr. Jacqueline Gauthier. Merci pour la présentation, Dr. Lerbourg. Cherchant une confirmation, quand un comité d'éthique institutionnel est créé, par exemple dans une institution de santé, il n'y a plus d'obligation de soumettre une étude au comité d'éthique national. N'est-ce pas? Du tout. Et bon, si vous regardez dans le plan de recherche du ministère, il y a des recherches que le ministère, donc le pays, demande que le comité doit les voir quand même. Et à ce moment-là, une organisation qui a son comité doit regarder, mais le comité national doit voir quand même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous devons faire très attention au comité d'éthique qui se crée de n'importe quelle façon. Parce qu'on a vu dans le temps des comités d'éthique qui ont été créés avec des gens sans formation d'éthique, juste pour donner une autorisation. Docteur Lidor demande, enfin, fait remarquer que de plus en plus, il y a des recherches sur les enfants dans le milieu. Est-ce que vous avez dans le comité une compétence sur les droits des enfants en particulier? Bon, tout à l'heure, j'ai mentionné que si on n'a pas la compétence, on peut avoir des consultants. Et c'est ce qu'on fait. Parce qu'il est difficile d'avoir au sein du comité toutes les compétences nécessaires. Mais dès qu'on a un besoin, eh bien, on fait appel aux besoins. On l'a fait dans le passé, on va le faire dans le futur. Très bien, merci. Docteur Louis-Franck Télémaque, doit-on exiger un avis éthique pour les mémoires de sortie des résidents des hôpitaux publics qui sont le plus souvent des recherches rétrospectives? Bon. Le comité a travaillé avec l'Université de l'État d'Haïti. L'Université de l'État d'Haïti a un comité d'éthique de la recherche en son sein qui fait de la promotion de l'éthique au sein de l'université pour avoir des comités d'éthique même au sein des facultés. Okay? Maintenant, tout à l'heure, j'ai mentionné si ce sont des recherches rétrospectives, à ce moment-là, ce sont des recherches qui seront certainement exemptées. Mais ce que je dirais, au cours de la formation des étudiants, il faut leur dire qu'il faut passer par un comité. À ce moment-là, ils vont avoir l'avis assez rapidement. Et à ce moment-là, dans le cas des gens de la faculté de médecine de l'UH, c'est au COIE, ça s'appelle Comité d'éthique de la recherche de l'Université d'Haïti. Okay? C'est ce comité-là qui existe, qui fonctionne très bien. C'est ce comité-là qu'il faut voir. Merci, Dr. Lerbourg. Dr. Denise Fabien revient sur le fait que je crois que c'est important de savoir où l'on en est au niveau bioéthique en Haïti. Et on vous pose la question, fait-on un programme de formation en éthique? Donc, si vous voulez compléter Ce que je peux dire, à ma connaissance, les facultés de médecine ont un cours d'éthique de la recherche. Et au niveau de l'école normale, on parle de bioéthique dans les cours de philosophie. Donc, je ne connais pas le contenu. Mais au niveau des facultés de médecine, de la faculté d'odontologie, je suis sûr, il y a un cours d'éthique de la recherche. Un cours d'éthique tout court. Donc, on va parler quand même d'éthique de la recherche.
Bien, merci. Nous avons un message du docteur Romel Jean-Pierre qui a trouvé et qui remercie pour la présentation qu'il a trouvée instructive et enrichissante. Bon, malheureusement, il semble que le son était un petit peu difficile à Limonade, où il pleut. Bon, nous nous en excusons. Bon, mais de toute façon, docteur, je peux dire au docteur Jean-Pierre que le forum médico-chirurgical pourra toujours partager la présentation du conférencier. Et j'en arrive à Paul Rochelin-Saint-Jean qui dit merci pour la présentation. Je comprends que le comité éthique reçoit les demandes d'études pour les analyser et accorder l'autorisation. Est-ce que le comité ne peut pas stimuler les études en proposant lui-même des sujets d'études ou des suggestions? Bon, on ne veut pas avoir des problèmes de conflit d'intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'on Vous avez entendu ma réponse? On ne veut pas avoir des problèmes de conflit d'intérêt. C'est-à-dire que si on propose des études, OK? Et on va analyser après. Donc, il y a quelquefois, on peut avoir un problème de conflit d'intérêt. Je mentionne que je viens de projeter quelque chose là. Ce sont ces 3 exemples de sites où on peut trouver des cours d'éthique de la recherche en ligne. Allô? Oui, ce sont des cours. Ce sont, par exemple, le premier est fait c'est en français, le deuxième c'est Québec, c'est en français. Le City est en français aussi, mais on peut trouver le City en anglais. Ce sont des sites où on peut trouver des cours d'éthique en ligne. Et ces cours-là, quand on a fini, ça vous donne un certificat. Par exemple, le cours d'éthique du Québec, là, bon, ça fait 5 volumes, ça vous donne progressivement 5 certificats. C'est très intéressant. Et le cours le plus long, à ma connaissance, c'est le Québec. OK? Donc, on peut faire ça, on peut faire ça en une journée. Québec, c'est plus long. Le City, on peut faire ça en une journée. Ce sont des cours d'éthique très intéressants. Même si vous ne faites pas de la recherche, eh ça vous donne des idées, etc. Ça vous permet de comprendre. L'autre chose que je dois ajouter, si on fait une étude clinique, il y a aussi des cours de bonne pratique clinique. Ils sont très intéressants. OK? Merci, docteur Leroux. Oui, oui. Nous avons une intervention de Yvette Edouard qui dit que et quand l'étranger a décidé de faire sa recherche à l'insu de nos dirigeants, qui doit-on informer de tels comportements? D'abord, le dirigeant. D'abord, les dirigeants. OK. Oui. OK. Parce que si on informe, bon, je vais informer les dirigeants, je vais voir, et le comité, pas moi. Le comité va voir le dirigeant, le comité va informer le dirigeant, le comité va voir ensemble. Les membres du comité vont voir ensemble quelles sont les mesures qu'on peut prendre. OK? OK. Mais n'oubliez pas que très souvent, quand l'étranger fait son étude seul, il fait ça avec des Haïtiens. Oui. C'est nous autres Haïtiens, nous devons savoir que on ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans notre pays. OK. Nous avons une intervention de Montinard, de M. Dr. Montinard.
Dans d'autres pays, en France par exemple, au CNE, nous pouvons constater que le champ de questionnement de la bioéthique s'est considérablement élargi. C'est une question ou bien une observation? Parce que je dirais oui. Parce que moi-même, quand je vais dans les conférences d'éthique, eh bien, on peut avoir une session sur l'éthique de la recherche, mais on parle de choses, d'autres choses totalement. C'est-à-dire que même ce matin, j'étais en train de suivre, il y a une réunion d'éthique à l'OMS ce matin. Eh bien, on parlait beaucoup plus Covid, mais dans une autre perspective. Donc, ça dépend. Ça dépend du niveau de développement éthique du pays. Quel est le cadre légal dans lequel opère le comité d'éthique? Et le comité a été créé par un arrêté ministériel du ministère de la Santé de 1998. Et après ça, le comité a des statuts et le comité a c'est ce que je pourrais répondre au docteur Louis. Une question. OK. Quid de l'éthique de la recherche en Haïti concernant la thérapeutique anti-Covid? Bon, nous n'avons pas reçu de dossier sur la thérapeutique anti-Covid. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un groupe qui a travaillé et n'oubliez pas, c'est sur ils ont travaillé sur des plantes. OK? Donc, il n'y a pas d'obligation à nous contacter. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas, à la connaissance, ils n'ont pas fait des tests sur les gens. Est-ce que la population est au courant qu'il y a un comité d'éthique qui veille sur ses intérêts? Au cas où elle serait lésée, sait-elle comment avoir recours? Bon, qu'est-ce qui arrive? Quand, dans la forme de consentement, on demande que soit écrit mon numéro de téléphone pour que s'il y a un problème, on m'appelle. Et je vous garantis qu'on m'appelle. Okay? Il y a des gens qui m'appellent. Et à ce moment-là, j'appelle l'investigateur. Okay? Parce que le recours, c'est dans le cas d'enquête spécifique. Donc, dans les cas d'enquête, sur la forme de consentement, mon numéro de téléphone est inscrit. Et on m'appelle assez souvent. Alors, je vais répondre à la question du directeur. Voici. Est-ce que le comité a une base de données des travaux de recherche autorisés? Oui, nous avons une base. Est-ce que ces travaux sont archivés par le comité? Et on demande de nous envoyer les rapports. Mais les rapports prennent du temps à nous arriver. Okay? Maintenant, pour l'archivage, ça me donne beaucoup de problèmes. Pourquoi? C'est que nous n'avons pas encore de bureau. Et vous savez que les papiers, ça s'accumule assez rapidement. Donc, et je fais beaucoup d'efforts. Nous faisons, les membres du comité, nous faisons beaucoup d'efforts pour garder notre maison à l'abri de ces papiers-là. OK? Beaucoup d'efforts. Maintenant, quelle autre question? Il y a une question du docteur Béatrice Aimé
Je vais la lire pour vous. Merci pour cette présentation. Que penser d'une situation où un médecin commet une erreur? Par exemple, un corps étranger qui est resté après une chirurgie. Le prochain chirurgien ment au patient pour protéger l'autre confrère. Alors, docteur Aimé pose la question parce que quelqu'un avait suggéré cette attitude dans une situation similaire. Tu as entendu la question, docteur Leroux? Non, je suis en train de voir. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je dois voir là-dedans? Parce que normalement, il ne faut pas mentir au patient. Parce que le problème du... Une erreur. Okay. Parce qu'il faut expliquer au patient. Bon, ça, ce n'est pas l'éthique de la recherche, c'est l'éthique clinique. Okay? Parce que dans l'éthique clinique, il ne faut pas mentir au patient. Il faut expliquer au patient. Parce que si vous commettez une erreur, le patient peut vous assigner. Actuellement, on n'assigne pas beaucoup en Haïti, mais ça va commencer à arriver. Okay? Parce que j'ai en tête un cas qui est arrivé. Une dame a été pour le chirurgien lui a dit qu'on allait faire, qu'on allait expliquer ce qu'on allait faire, qu'on n'allait pas enlever l'utérus. La personne a été opérée. On a enlevé l'utérus. On a enlevé l'utérus. Le médecin n'a pas dit ça après l'opération. La famille, des mois après, a été en consultation. Un autre médecin lui a dit, après examen, qu'elle n'avait pas d'utérus. Elle a signé le médecin. Elle a signé le médecin. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas mentir. Et dans ces cas-là, il faut voir quand informer. Il y a des gens qui recommandent, si vous n'avez pas dit ça avant, au moment de l'opération, mieux vaut attendre, ou bien encore, immédiatement après l'opération, il faut dire. Parce que quand vous mentez, à un certain moment, le malade va savoir. Okay. Et quand on commence à mentir comme ça, c'est pas bon. Docteur Leroux, alors j'ai l'impression que la question du docteur Aimé, c'est un petit peu à l'attitude éthique par rapport aux confrères. Je pense que ça, c'est toute une autre histoire. Parce que parfois, il y a des confrères qui en abîment d'autres aussi et racontent des choses. Peut-être que là, il y a cet aspect de comment présenter, comment aviser le patient sans abîmer le confrère autant que faire se peut. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'abîmer le confrère, c'est-à-dire que ça arrive qu'on peut ne pas compter les choses avant qu'on laisse un corps étranger. C'est pas faux. C'est une négligence, si l'on veut, mais ça arrive. Ça arrive et ça va arriver, si on ne prend pas de précaution. Il y a une question du docteur Henriot. À titre d'information, on parle d'éthique de la recherche. Donc, je pense que c'est une question assez semblable à celle du docteur Aimé. Y a-t-il aussi un comité d'éthique de la pratique médicale? Pour la pratique médicale, c'est l'autre chose qu'il faut avoir. Qu'on refuse d'avoir, c'est l'ordre. L'ordre, voilà. C'est l'ordre qu'il faut avoir. C'est l'ordre qu'il faut avoir parce que l'ordre va regarder comment on fonctionne, quelle formation qu'on a reçue, et va recevoir les plaintes des patients. Parce que l'ordre est là pour protéger la population, pas le médecin. Pour protéger le médecin, c'est l'association. Parce que l'association, c'est comme le syndicat des médecins. C'est l'ordre qu'il faut avoir.
D'être neutre à l'ordre. Exactement. Exact. Parce que qui regardera, est-ce que vous recevez beaucoup de plaintes? Est-ce que vous faites beaucoup d'erreurs? Est-ce que vous pratiquez? Parce que quelqu'un qui ne pratique pas pendant un certain temps, qui veut repratiquer, eh bien, l'ordre va regarder ça. Parce que quand vous comprenez, parce qu'il ne s'agit pas seulement de payer pour être au tableau de l'ordre, mais il faut pratiquer aussi. Et l'ordre va regarder les erreurs que vous faites. Il y a une autre question du docteur Romel Jean-Pierre. Quid de l'éthique dans la recherche en Haïti concernant l'éthique traditionnelle anti-COVID-19? Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que le comité, jusqu'à présent, n'a pas reçu de protocole sur la thérapeutique traditionnelle anti-COVID-19. Il y a quelqu'un qui, depuis 2 mois, nous dit qu'il y a un dossier qui va venir, mais le dossier n'est pas encore arrivé. OK? Le dossier n'est pas encore arrivé. On attend le dossier. D'accord. Donc, il y a là une question du docteur. Oui. Mes compliments, docteur Lorbeau, pour cette présentation. Peut-être ai-je raté ce point de la présentation. Je pense qu'effectivement, docteur Lorbeau en a déjà parlé. Quel est le cadre légal dans lequel opère le comité d'éthique? Cette question a été déjà répondue. C'est ça? Oui. J'ai dit que le comité a été créé par le ministère de la Santé, par arrêté ministériel, parce que les ministères peuvent avoir des arrêtés. Il y a un arrêté ministériel en 1999. Et j'avais expliqué que le premier arrêté, c'était en septembre 1999. Il y avait une erreur. L'erreur, c'est que le ministère avait prévu d'avoir comme membres les notaires. Et après, les notaires ont écrit au ministère pour faire comprendre que, avec leur statut, ils ne peuvent pas faire partie du comité. Donc, le ministère a repris l'arrêté en décembre 1999 pour erreur matérielle. Docteur Rousseau revient avec une autre question. Quelle est la durée du mandat du comité? Quelles sont les mesures adoptées par le comité pour préparer la relève? Bon. Durée du mandat, d'après les statuts, c'est 3 ans. OK? Bon. Maintenant, nous cherchons des gens au fur et à mesure, mais ce n'est pas facile à trouver parce que c'est du volontariat et il y a du travail. Okay? Parce que quand je regarde dans le chat là, il y a pas mal de... Il y a des membres du comité qui sont là, mais même quand on voudrait laisser, mais c'est pas facile parce que trouver la relève, trouver des gens qui veulent s'engager n'est pas facile. Donc, si parmi vous, il y en a qui veulent. Et comme je disais, ce qu'on avait prévu dans le statut, c'est que chaque membre a un... J'ai oublié le mot, c'est-à-dire que la personne peut venir, deux membres peuvent venir, mais c'est un seul qui vote. Et si le membre a un suppléant, voici, chaque membre a un suppléant. Mais jusqu'à présent, il y a très peu de suppléants. Il y a très peu de suppléants. OK, parce que les suppléants, quelquefois, ils ne sont pas intéressés, etc. Donc, on prévoit d'avoir un membre, un suppléant. C'est pour pouvoir préparer la relève. Ceci dit, docteur
Ou est-ce qu'il y a un profil décrit pour être membre de ce comité? Il y a un profil type? Bon, il faut être disponible et il faut vouloir apprendre l'éthique aussi. Parce que ce sont des organisations qui délèguent. Vous comprenez? Ce sont les organisations qui délèguent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une organisation qui avait un membre qui avait un doctorat en éthique. Cette organisation-là a délégué ce membre-là. Donc, il faut trouver des gens, soit qui sont au courant, qui savent l'éthique, ou bien qui sont décidés à étudier l'éthique. OK? Et à consacrer leur temps pour pouvoir lire les dossiers, donner un avis, etc. Parce que il y a des dossiers de 10 pages, il y a des dossiers de 200 pages. Donc, il faut les lire. OK? Parce que il nous arrive de rencontrer les investigateurs. Donc, pour rencontrer un investigateur, soit parce qu'il veut nous voir, soit parce que nous voulons le voir, eh bien, il faut lire le dossier, il faut comprendre le dossier pour pouvoir poser les bonnes questions, ou bien répondre, montrer qu'on a lu. Et je me souviens, une fois, on a reçu un investigateur, et bien, quand on posait des questions, etc., et bien, l'investigateur nous a dit, bon, je ne pensais pas que vous lisiez le dossier, hein. On les lit. Non, mais on les lit et quand vous avez plusieurs personnes à lire et chaque personne, à cause de sa formation, voit un aspect, finalement, tout est vu. Oui, donc il y a maintenant... Et quand on doit répondre, parce que quand on doit envoyer des commentaires, eh bien, ça veut dire que pour envoyer un commentaire, eh bien, il faut tout lire. Il faut tout lire. Jocelyne Ricardo Pierre demande, est-ce que le comité analyse uniquement les études de recherche du domaine médical? Non, non. Nous avons reçu des dossiers sociologiques, ethnologiques, anthropologiques et psychologiques. Yeah. Pas seulement des médecins. Ok. Dès qu'il s'agit de l'humain? Exactement. Exactement, de l'humain. Docteur Aimé fait un commentaire par rapport à sa question de tout à l'heure concernant le corps étranger laissé dans le corps du patient. Elle a dit que c'est une question d'éthique, même pas de pratique médicale, de prôner une attitude pareille. Elle voulait attirer l'attention des médecins sur la question parce que beaucoup de médecins pensent que c'est l'attitude à adopter. Donc, elle pensait qu'une autorité en la matière pourrait donner un avis important sur la question. Oui, je dis qu'il ne faut pas mentir, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, trouver le moyen de faire comprendre aux confrères, etc., et trouver le moyen de faire comprendre aux malades qu'il y avait quelque chose. Il ne faut pas mentir. Parce que le fait de cacher aux malades des choses, eh bien, ça peut... Et de toutes les façons, à un certain moment, les patients vont savoir. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a, si c'est moi qui ne les vois pas, mais je n'en vois pas d'autres. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire... Oui, voilà. Oui, si tu permets, il y a une intervention. En fait, il y a deux volets. Et ça revient sur les exemples qui ont été donnés par le Dr Lerbourg et pour avoir été à l'origine de la régulation éthique. Une première partie de la question, c'est est-ce que le comité de bioéthique nationale est au cours, enfin, à comptabiliser ou du moins connaît des recherches effectuées dans notre pays qui répondent, et parce qu'elles répondaient aux besoins locaux.
Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que la promesse de rémunération dans des pays en développement, autrement dit des pays pauvres, peut valablement remplacer un consentement éclairé, notamment dans les cas de recherche vaccinale? Bon. Besoins locaux. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas essayé de comptabiliser pour savoir. Et en préparant la présentation, je n'ai pas eu en tête d'études. Rémunération vaccinale. J'ai travaillé récemment dans la vaccination où il y a des gens qui avaient évoqué l'idée de donner de l'argent soit aux promoteurs, soit... En tout cas, il y avait de l'argent pour nous. Eh ben, j'étais le responsable. Je n'ai pas marché dans ce sens pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'allait pas avoir de l'argent pour continuer. On allait, disons, déformer les gens. Et je pense que pour la vaccination, il faut mieux expliquer aux parents, aux mamans, pourquoi il faut vacciner, etc., etc. Parce qu'on peut facilement avoir des effets pervers parce qu'on veut avoir un effet rapide, augmenter rapidement la couverture, mais on ne doit pas oublier que c'est chaque année qu'on doit vacciner. Est-ce qu'on aura toujours de l'argent pour payer et à qui? Aux parents, je ne crois pas. Il faut expliquer. Aux promoteurs, etc., etc. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon. Maintenant, il y a des études pour lesquelles il faut donner de l'argent aux participants. Pourquoi? Par exemple, la personne, pour venir au centre, doit prendre des taxis, etc., etc. Au niveau du comité, nous regardons ces montants-là. Parce qu'il y a des montants, si on les donne, la personne va donner son consentement sans réfléchir. Vous comprenez ce que je dis? Par exemple, si pour sortir de Pétionville, pour aller à l'hôpital général, on dépense, disons, 400 gouttes. OK? Donc, vous donnez 400 gouttes, pas de problème. Mais si vous dites que vous allez donner 2000 gouttes, si vous donnez 2000 gouttes, il y a des gens qui vont accepter sans même comprendre, ne sont pas intéressés. Vous comprenez? Donc, nous regardons, nous sommes d'accord quelquefois qu'il faut donner, payer pour les frais de transport. C'est normal. Mais nous regardons les montants. Okay? Parce qu'il y a des recherches où il faut la personne donne son temps, il faut quand même donner quelque chose. Il y a des études qui durent une journée. Eh bien, on peut donner une collation. Pas de problème. OK? Donc, c'est ce que je dis. Okay.
Et une autre question, docteur Deschamps, tu l'as vu, une question de... Oui, Medina qui demande, dans le cadre légal, que prévoit-on à un investigateur qui frôle les principes d'éthique? Je peux. Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les principes d'éthique et donc dans un cadre légal que vous avez, qu'est-ce qui est prévu? Dans le cadre légal, ce n'est pas prévu. On n'a pas mis. Parce que c'est un cadre légal qui seulement crée. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues. D'autant plus que quand le cadre légal était créé, l'éthique n'était pas assez développée en Haïti à des choses. On ne savait pas ce que je dis. Mais si ce n'est pas encore prévu, docteur Lorbeau, on va peut-être y penser parce que est-ce que quelqu'un peut violer les principes d'éthique de face impunément? Sinon, ça peut ouvrir des brèches. Ça, on peut voir quoi faire. On peut voir. Okay. D'accord. Bon, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si Geneviève voudrait ajouter quelque chose. Et faire la clôture parce que le docteur Delaunay n'est pas là. Oui. Bonsoir tout le monde. Je veux remercier au nom du Forum médico-chirurgical du Dr Lorbeau. Je te remercie grandement pour cette présentation aussi tout fait, un sujet qui méritait qu'on s'y attarde. Là aussi, nous avons remarqué qu'on essayait de couvrir un large peut-être 4 parties. Tu as fait le point sur beaucoup d'éléments, je pense, qui sont très utiles pour comprendre qu'est-ce qui se passe au point de vue éthique dans le monde et chez nous. Et il y a encore, je pense que ça ouvre la voie à peut-être éventuellement d'autres sujets. D'accord? Et je remercie grandement le docteur Lorbeau pour nous avoir compté de ce sujet important pour la recherche. Je remercie également les participants qui ont rejoint le Forum médico-chirurgical cet après-midi et qui a participé avec tellement de tonicité. Donc, ce qui prouve qu'ils ont été charmés de la présentation du Dr Lorbeau et qu'ils ont eu la possibilité de débattre comme ils voulaient. On a eu plein de questions et qui ont, je pense aussi, ouvert la voie à d'autres éventualités de travail ou de présentation. Donc, je remercie tous ceux qui sont venus nous rejoindre cet après-midi. Donc, pour vous rappeler que le Forum médico-chirurgical est une plateforme que les chirurgiens ont créée pour essayer de traiter de tout ce qui peut avoir rapport à la santé et aussi à l'humain en Haïti. D'accord? Donc, merci encore une fois. Je remercie aussi M. David Delaunay pour l'utilisation de sa plateforme et toutes les accommodations qu'il fait pour nous recevoir, ce groupe de médecins qui s'élargit de plus en plus. Sur les présentations donc, que vous avez compris qui maintenant se font sur le mode bimensuel, donc tous les 15 jours. Je remercie aussi le docteur Frédéric Barreau-Desjans qui volontiers anime ces séances. Et vous avez sûrement compris que nous faisons la course à tous les problèmes qu'on peut trouver en Haïti, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'Internet. Donc, merci Frédéric et on apprécie grandement. Je dois vous rappeler que la prochaine présentation sera donc dans 15 jours. Et nous avons la chance de recevoir le docteur Daniel Derivoire, qui est docteur en psychologie. Il interviendra à partir de Lyon, où il habite et où il travaille. Et ce sera l'occasion de reprendre, je pense que nous en avons parlé, nous avons une très belle présentation du
docteur j'oublie son nom, et c'est un camarade de promotion, et qui a présenté sur les aspects psychologiques du Covid, le cas du Covid. Et le docteur Joseph, voilà, merci. Donc, qui va continuer à nous parler des aspects psychologiques dans le cadre du Covid, un petit peu plus largement dans le cadre de pandémie. À quoi on doit s'attendre et quelles sont les mesures, comment on doit s'organiser pour faire face, parce qu'effectivement, ce sont des bouleversements qui entraînent des problèmes psychologiques assez importants. Nous les avons évoqués dans le cadre de la COVID. Donc, dans 15 jours, ce sera, je pense que c'est le 23 septembre, il va être le 23 septembre, c'est bien ça? Oui, 16 20. Donc, c'est le 23 septembre, donc à 5 heures de l'après-midi, il va être avec nous. Donc, par le même biais, vous allez recevoir les invitations. On va faire de son mieux pour faire partir à temps les présentations, pour faire un appel, pour que on ne rate pas la présentation. Et je voudrais aussi signaler que plusieurs personnes nous font la demande de certains des enregistrements que nous avons. Donc, nous leur demandons de patienter un tout petit peu parce que nous devons regarder par rapport à l'utilisation ultérieure par le présentateur de la présentation et nous-mêmes aussi par rapport à tout ce que, à la possibilité que nous avons de les mettre à profit sous d'autres formats pour vous, ok, puisque ce sont des présentations qui sont préparées à l'avance, pour lesquelles on a des messages clés qui font paraître, et souvent il y a des recommandations qui suivent. Donc, pour vous donner peut-être un format plus élaboré que l'enregistrement audio. Donc, on demande à tous ceux qui ont fait la demande de certains enregistrements de patienter un petit peu, mais nous allons répondre dès que nous aurons pris certaines dispositions et décisions. Les présentations qui doivent être distribuées, nous allons les distribuer. Donc, encore une fois, Gérald, merci. OK. Ce fut un plaisir. Hein? Au-delà même de nos attentes et de nos discussions. Et j'espère que tu n'as pas fait de recommandations, Gérald. La recommandation, c'est que les gens qui vont faire de la recherche, eh bien, soumettez à un comité. OK? Oui. J'ai senti aussi que c'était ça que tu nous disais et que nous entendons très bien, surtout que, comme l'a dit le docteur Rouchelin, nous avons une initiative de présenter cette conférence pour justement faire suite à la présentation que nous avons avec le docteur Alidor et qui a fait aussi certaines recommandations dont nous allons tenir compte et vraisemblablement, probablement, nous allons vous retourner sur ce que nous pensons peut-être le mieux pour développer beaucoup plus la recherche en Haïti, pour qu'on consigne beaucoup plus, pour qu'on présente beaucoup plus, pour qu'on publie beaucoup plus ce que nous faisons. Et donc, vraisemblablement, nous allons vous revenir en tenant compte des recommandations sous une forme dont nous allons discuter. Est-ce que ce sera des présentations encore? Est-ce que ce sera un écrit? Donc, nous allons vous revenir à la suite de ces deux merveilleuses présentations. Donc, encore une fois, merci à tous. Oui, excuse-moi. Au Prince. Donc, bonne recommandation. Oui, dis-moi. Oui, la deuxième recommandation, c'est que même si on ne doit pas faire de la recherche tout de suite, il y a des politiques en ligne, et bien suivre des cours. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. J'ai donné l'adresse de quelques sites. Oui. Mais tu sais, tu n'as pas donné l'adresse des sites de bonne pratique. Effectivement, ce sont des sites qui sont connus. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui sont sur le... Je vous enverrai l'adresse et des sites de bonne pratique. Juliette, tu permets? Il y a une petite dernière question qu'une personne a posée là que je trouve intéressante. Elle demandait si elle a déjà publié ou publié un livre sur l'éthique de la recherche en Haïti. Non, nous n'avons pas publié. OK. La réponse, c'est pas encore. Pas encore. Okay.
Mais on ne sait jamais, ça ouvre la porte, n'est-ce pas? En tout cas, on a bien entendu. La chose, c'est que justement, ça doit être de plus en plus connu dans le milieu. Oui. On doit être de plus en plus sensibilisé sur la question. Oui, ça, je pense que c'est une porte ouverte. Donc, où nous avons très bien entendu aussi qu'il faut que des gens d'horizons divers, mais notamment de la confrérie, s'intéressent effectivement au recrutement du Comité national de bioéthique pour pouvoir dynamiser, renouveler les membres. Nous avons très bien entendu ça aussi. D'accord, donc je pense que ça ne va pas tomber dans des oreilles de sourds. Donc, à l'avenir, ce sera éventuellement en tout cas dans un avenir pas trop lointain, que des gens s'intéresseront et décideront de faire ce travail, qui est un travail extraordinaire et très noble, et je pense qu'il peut être utile dans une carrière. Donc, on espère que des gens se mobiliseront justement pour cette relève-là. Nous avons très bien entendu. Donc, comme je te dis, les messages ont été au-delà de nos attentes même. Donc, je te remercie encore une fois et je remercie tout le monde. Il est déjà sur Port-au-Prince, donc je dis à tout le monde bonne soirée. Et encore une fois, merci de votre participation. Au revoir. Donc, on vous attend le 23, d'accord, pour parler de psychologie dans la COVID et plus largement aussi, on va évoquer la psychologie dans les pandémies, en période difficile. D'accord? Merci à tout le monde et bonne soirée encore. Bonne soirée. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Merci, docteur Robo. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.